Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le cofondateur d'Oli Belly. Il adore parler face caméra, générique. Oh, cette fois-ci, c'est la bonne. Bien joué, Arthur. Salut Nicolas, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super. On est plus qu'honoré de se recevoir sur le plateau de Tomorrow Food. Nicolas Allary, cofondateur d'Oli Belly, qui adore parler devant son smartphone. Putain, j'ai l'impression là de regarder une story. Il y a quelque chose qui va pas. Tu es mon smartphone aujourd'hui. Exceptionnel. Ok Nicolas, du coup on va attaquer et mettre les deux pieds un peu dans le plat pour les téléspectateurs, oui on est déjà à la télé, pour les spectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas Oli Belly. Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui t'a amené à toi et ta compagne Sarah, qu'est-ce qui vous a amené à se lancer dans cette aventure? C'est le voyage en fait, c'est-à-dire que nous, Sarah et moi, voilà, on est tous les deux français, on a grandi en France et on connaissait un type de restauration. Voilà, on allait au resto avec nos parents pour les occasions, pour les trucs un peu spéciaux. Et quand on a terminé nos études tous les deux, on a voulu voir autre chose et on est parti à Vancouver. C'était un peu le plus loin, le plus facile, le plus dépaysant. Et là-bas, on a déjà vu une autre manière de sortir, une autre manière de manger, quelque chose de beaucoup plus démocratisé. T'attendais pas forcément les grandes occasions ou les samedis pour faire aller manger un morceau. Donc là on s'est dit ok, on était jeunes, on était un peu impressionnable, on avait genre 22 23, on dit ok, c'est cool, ça peut être autre chose. Et aussi un truc qu'on a découvert à Vancouver, c'est l'entrepreneuriat, parce que je sais pas si c'était ton cas, mais moi quand j'étais au lycée, quand t'as 15 ans, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle regarde tes bulletins, elle dit tu veux faire quoi? Moi je dis bah, j'aime bien le cinéma, elle m'a dit ok cinéma, t'as ça comme nanan, tu peux faire ça. Et jamais on m'a dit sinon tu peux aussi commencer un business. C'est jamais proposé à aucun moment, tu vois. Et donc il a fallu que j'attende d'avoir 20 plus années pour aller à Vancouver et voir des mecs de mon âge qui étaient là, bah voilà, moi je vais faire une marque de fringues, je vais faire des films, je vais faire des chaussures, etc. Et en fait ça a fait grave un switch dans notre tête en se disant ok, il y a un parcours qui est alternatif qu'on nous a jamais proposé, c'est de faire son propre truc. Donc ça c'était la première, je raconte souvent cette histoire comme étant le premier tournant entre guillemets. 3 années passées à Vancouver, très très cool, le visa se termine et on n'était pas prêt à rentrer, donc on est parti en Australie à Melbourne, parce qu'il y a beaucoup d'Australiens à Vancouver, donc on s'était fait un peu des potes, on est parti à Melbourne. Et le deuxième clic, le deuxième switch, en parlant de restauration et de manger différemment, je me rappelle, on a fait notre premier petit-déj, Sarah est arrivée un peu avant moi, elle m'emmène prendre le petit-déj dans un truc qui s'appelait Auction Room, et tu rentres dans cette espèce de fat endroit trop magnifique, une ancienne salle aux enchères, etc. Et là, il y avait des cuistots, c'était genre 8h30, tu vois, c'était le matin, et il y avait des cuistots qui étaient en train de cuisiner, c'était le coup de feu à 8h30, tu vois, limite. Et ils faisaient des cafés, machin et tout, et des gens, ils mangeaient, mais ils mangeaient pas... tu vois, genre un cookie, quoi. Ils mangeaient, quoi. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Ça sentait la bouffe, salée. Et ça nous a grave fait kiffer. Et voilà, à partir de ce moment-là, l'entrepreneuriat d'un côté, plus ce modèle de restauration qui nous correspondait grave. On n'est pas vraiment des gens du soir. Le matin, c'est vraiment là, voilà. C'est là, ça, c'est ce qu'on aime. Et du coup, on a tout aligné pour aller vers ça. Donc moi, j'ai reconverti à la restauration sur le tard à Melbourne. Ça a cuisiné déjà. 3 ans de visa là-bas, ça c'est terminé, on est rentré à Paris, il n'y avait pas vraiment d'endroit qui proposait ce genre de cuisine, et on s'est dit ok, c'est pour nous, on y va, et on s'est mis à bosser sur Oli Belly, et en 9 mois on a créé ce qui était le premier Oli Belly, ouvert octobre 2013. Exactement, en octobre 2013, et là l'aventure commence. Ouais. Comment ça se passe le début? Le début, pour moi le début c'est vraiment les 9 mois avant où il a fallu rentrer d'Australie avec un concept qui était... J'aime pas le terme de concept, pourquoi je l'utilise, mais avec une idée, tu vois, qui était vraiment novatrice, j'ai envie de dire. Et quand on est allé voir les banques, il faut le dire, quand on est allé voir toutes les banques, on a enchaîné les rendez-vous et qu'on avait, tu vois, on avait un peu des pailles dans les yeux, on expliquait nos trucs et tout, on était là genre mais quoi, mais des œufs, mais le matin, mais pourquoi? Et tu vois, et donc du coup, il y a eu l'aventure, elle a commencé là, vraiment comme et pas éduquer, encore un terme que j'aime pas, mais partager la vision pour que les mecs disent ok, il y a quelque chose. Et donc voilà, avoir ce premier prêt de la BNP pour vraiment pas grand chose à l'époque et construire ce resto avec peu d'expérience, en tout cas en tant que restaurateur. On avait taffé dans la restauration un petit peu, beaucoup moins que d'autres, et se lancer là-dedans. Et le début, c'était compliqué parce que, je te dis, c'était nouveau. Donc, il a fallu vraiment expliquer beaucoup. Il y avait beaucoup de choses qu'on voulait pas faire non plus. On voulait pas faire de toast à l'avocat et tout ça, qui aurait pu nous permettre plus facilement de se faire comprendre. Et voilà, à force de montrer mon visage et raconter ma vie, et expliquer comment on voulait faire les choses et comment on voulait pas faire les choses. Et dès le début, en fait, en étant super transparent, et puis en ayant une ligne de conduite aussi, en faisant pas tout et n'importe quoi, ça a pris. Mais c'est sûr que le début, c'est toujours compliqué les débuts. Tout ça, c'est quelque chose que vous avez appris à partir du moment où vous avez ouvert,
ou c'est un truc que vous aviez anticipé en disant, enfin, est-ce que tout ça, tu l'avais non pas forcément calculé, mais posé quelque part avec Sarah, ou au contraire, c'est en ouvrant que vous avez dit, bon, on va tenter ça, on va tenter ça, on va tenter ça. Je pense que, en fait, l'année, quand on a su qu'on a essayé d'aller voir un avocat de l'immigration quand on était en Australie, on voulait rester. Elle nous a dit, c'est mort, ça va pas se faire. Donc, on a su à peu près 6 mois, 1 an avant qu'on allait rentrer. Le temps qu'on a eu un petit peu en sursis, enfin l'année qui restait, on l'a passé à réfléchir à ce qu'on allait faire après. Et en fait, on avait pas mal réfléchi à ce qu'on voulait faire en rentrant. Quand on est arrivé, en gros, on avait fait une sorte de business plan mental qui était assez abouti. Et après, Business plan mental, ça c'est très voilà, classe. il y avait plein de détails auxquels on avait déjà réfléchi. Et quand on est arrivé, qu'il a fallu se poser et vraiment coucher tout ça dans un vrai business plan et aller voir du monde, en fait, on avait déjà mis pas mal de contours au projet, tu vois. Et après, l'idée de faire ou pas faire, bon après on s'est raté aussi sur pas mal de trucs, mais ouais, je crois T'as que... un exemple Sur quoi on s'est raté? Non, il y a eu des plats qui n'ont pas pris, il y a eu des horaires. Au début, on était ouvert, par exemple, au début, on était ouvert 6-7. Et en fait, c'était une connerie parce que on bossait tout le temps. Le 7e jour, on faisait de la compta et après, on repartait, on était mort. Ça a duré de octobre à Noël. Tu vois, à Noël, on était HS et on a fermé un jour de plus. Maintenant, moi, quand je vois des restos qui ouvrent, on est ouvert 7-7, on fait petit déj, dîner, apéro. Je dis OK. Voilà. Et après, tu vois, souvent, il y a un post correctif 6 semaines après. Bon, on arrête le machin, tu vois. Donc, mais après, on a tous envie. On veut faire beaucoup quand on commence, tu vois. Donc, il y a eu des ajustements. Mais après, je pense qu'on est resté assez vrai à ce qu'on avait en tête. Et la petite anecdote qui est cool, c'est que quand on est rentré, on avait donc cette idée qui était assez pure. Et tout de suite, ça s'est fait clasher par des éléments extérieurs. La famille, pour te protéger, te dit faites pas ça. Les potes, les machins. Et en fait, on a fait un petit tour de famille pendant 1 mois, on a vu les potes et tout. Et notre idée pure de ce qu'on avait ramené d'Australie, qui était nickel, ça commençait à se faire défoncer un peu à gauche et à droite. Et du coup, à ce moment, on était un peu déprimés parce que tu vois, tout le monde disait mais pourquoi vous faites pas, tu vois, genre des planches de charcutes ou des trucs comme ça. Et on était là, ok, ce qu'on va faire, on va prendre le bon vieux document texte, tout bébête, et on a couché en 3 lignes l'idée, la genèse, le truc vraiment pur. Et on l'a sauvegardé, genre. Tu vois, j'en sais rien, je sais plus ce qu'on a écrit au Libelli, mais il n'y en avait pas le nom encore, projet café ou j'en sais rien, tu vois. Et ce petit fichier texte, alors .txt, il était sur mon bureau pendant longtemps. Et en fait, j'y retournais de temps en temps, tu vois, pour vraiment rester sur la trajectoire. Puis je les zappais. Après, voilà, au Libelli, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et récemment, en faisant un peu de propre, je l'ai retrouvé. Et en fait, on était super raccord avec ce qu'on avait, tu vois, en tête. Est-ce que vous faites aujourd'hui? Ouais. Putain, mais c'est génial. Voilà. Bah, du coup, chapeau, parce que belle force mentale d'avoir mené tout ça et d'avoir gardé la bonne, enfin en tout cas la bonne, j'en sais rien, mais la même ligne directrice. Ça nous amène à un gap entre la première et la deuxième ouverture. C'est en juin 2017 que vous ouvrez le deuxième au Libelli. Est-ce que plutôt vous a dit dès le départ, vas-y, on va en ouvrir plusieurs, ou est-ce que c'est simplement une opportunité qui est venue, c'était pas une volonté? En fait, c'était vraiment un besoin. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, il faut savoir... Comme des idiots, on a cru que ça allait être... On voulait vraiment faire un petit truc. En fait, l'idée, ça devait être Sarah en cuisine et moi en salle, basta. C'était vraiment Vous êtes combien aujourd'hui? On est 32 maintenant. Superbe. Voilà, ouais, on est légèrement raté le calcul. Mais donc, l'idée, c'était de faire un petit truc. Vraiment, ça devait être un peu, tu vois, le rêve de tout le monde, quoi. Toi et ta copine, un petit resto, tranquille, machin, etc. Tu vois, voilà, un truc simple. Et après, quand on a chopé ce fonds de commerce dans le 10e, il n'y en avait pas 12 000 des fonds de commerce, on en a vu plein, on avait l'argent qu'on avait, il nous fallait une extraction parce qu'on savait qu'on allait cuisiner pour de vrai. Donc on est tombé sur ce truc qui s'appelait les Oliviers, qui était un espèce de un peu bar à couscous, voilà, un peu en fin de vie. Et, bar à couscous, c'est classe quand même. Ouais, tu vois, il y avait genre une espèce de grande dessert réfrigérée et tu venais, voilà, bref. Et en fait, quand on a fait... Il était super, tu vois, il y avait des trucs de partout dans ce resto, il y avait des tableaux, il y avait des faux plafonds, il y avait des... Donc ça paraissait pas grand, donc on a dit ok banco, c'est ça qu'il nous faut. Ils attaquent les travaux, je me rappelle on allait déjeuner au verre volé, les mecs ils arrivent, nous on dit ok bon on va déjeuner au verre volé, machin, on repasse après, et quand on revient ils avaient déjà bien défoncé le truc, et il y avait plus les faux plafonds, il y avait plus les murs coffrés, il y avait plus rien, et là le truc il était immense. Et on s'est dit merde, on a acheté un truc beaucoup trop grand. Et donc du coup voilà, on a adapté un peu, voilà, forcément au Libelli avec la taille du local. Et je te dis ça parce que du coup, le deuxième resto, c'était un peu la même chose en fait. Donc, il y a eu du monde assez rapidement au Libelli, ce qui était cool. Il y avait du monde, nanana, on savait gérer. Il a fallu apprendre rapidement, mais ça a été. Mettre des systèmes en place. Il y avait du monde, c'était cool, nanana. Et après, on a commencé à avoir le trop de monde, tu vois, avec beaucoup de touristes, et il y avait des potes qui venaient plus parce qu'ils étaient là, ouais, c'est relou, c'est jeudi, on peut pas rentrer tout de suite, j'ai pas le temps.
Les touristes, ils ont souvent le temps, ils sont en voyage, ils sont tranquilles, mais les potes venaient plus. Et on a commencé à voir ce truc-là, tu vois, arriver. Bon, le samedi, dimanche, tu peux rien faire, mais arriver en semaine aussi, là, que la semaine, on s'est dit, c'est cool et c'est pas cool à la fois, tu vois, parce qu'on est en train de perdre aussi un peu les poteaux, les gens du coin, et ça crée de la frustration. Et même nous, on est tendus parce qu'on est tout le temps en flux tendu. Et c'est cool, mais pensons long terme. Nous, on était toujours long terme avec Olibelli, tu vois, 10, 20, j'en sais rien, des années, tu vois. Et on s'est dit, dans le long terme, je pense que ça va plutôt nous faire du mal qu'autre chose. Et je faisais du vélo, enfin, je rentrais à vélo à Olibelli un jour et je passe dans la même rue qu'Olibelli, mais de l'autre côté du boulevard de Magenta, qui fait vraiment une vraie scission, un local, un bar à chicha. Il y avait écrit local disponible, direct propriétaire, 2 verrières, extraction, 160 mètres carrés. Et c'était mort. Une fois que j'ai vu ce panneau, c'était mort. Ça veut dire que j'y pensais tout le temps. J'étais là, de la place. On connaît ce C'était sentiment. mort. Voilà, de la place. Et on avait besoin de ça parce que là, je te raconte l'histoire vite, mais il faut savoir que le premier Olibelli, on l'a quand même refait 2 fois avec des gros travaux. On a poussé le bar, on a augmenté l'assise, on est passé, je crois, de 30 couverts à 40, à 45. Enfin, vraiment, on a essayé, tu vois. Et après, au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, si on veut, la seule solution, c'est juste plus de place. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert le plus grand Olibelli. Justement, je fais juste un petit retour sur l'affluence dans l'établissement. T'as beaucoup, pendant un temps, tu as beaucoup communiqué justement sur le fait que, oui, parfois il s'agit d'avoir à faire la queue et que c'est quelque chose à gérer et de compliqué à gérer avec ses clients. Aujourd'hui, après pas mal d'années, comment tu vois, comment tu es encore capable d'expliquer à tes clients le fait que faire la queue, c'est parfois obligatoire? Je pense que c'est plus simple maintenant parce qu'on a, entre guillemets, fait nos preuves. Donc, c'est-à-dire que les gens qui font la queue, ils savent à peu près que ça va bien se passer. Donc, si tu vas donner 30 minutes ou 45 minutes de ton temps un samedi, il faut que tu saches que ça va valoir le coup de l'autre côté. Et chaque année, chaque petite barre qu'on met sur le mur, où on est encore là, où les reviews, elles sont encore bonnes, où on est encore cohérent, on gagne un peu, on a un peu moins besoin de justifier. Mais c'est sûr que c'est relou la queue. Et moi, j'ai un peu changé. Et avec Sarah aussi, on a un peu changé notre fusil d'épaule là-dessus. Voilà, la queue, c'était un truc qu'on n'a pas voulu, c'est un truc qui est arrivé, c'était un bon vieux enfin, c'était juste un vrai problème mécanique, entre guillemets. Il y a tant d'assises à l'intérieur, il y a tant de gens qui veulent venir manger, il faut tant de temps pour manger, il faut tant de temps pour envoyer les assiettes, ça crée une queue. C'est juste, tu vois, aussi simple que ça. Et malheureusement, on a eu beaucoup, pourquoi vous prenez pas les résas, vous en foutez des gens, tu vois, et ce genre de truc-là, ce qui nous blesse, parce que c'est pas du tout le cas. C'est business, c'est marketing, c'est cool d'avoir la queue, et pas du tout. Et en fait, le problème chez nous, c'est qu'on veut pas être cher, ou trop cher, tu vois. Et c'est vrai que le panier moyen HB, c'est 18-20 balles à peu près pour bien manger. C'est que des bons produits, c'est sourcé de ouf. Comme genre... tu fais pas un brunch avocado toast à 38 €? Putain, ça me fait mal tout ce que tu dis. Non mais non, voilà, exactement, c'est ce qu'on fait pas en fait. Tu vois, tout est cuisiné, tout est à la minute. Je vais pas refaire je vais pas reprêcher la bonne parole comme je l'ai fait des milliards de fois, mais tout est au taquet, des curseurs de tout, c'est les meilleurs équipements, c'est les bons salaires, c'est machin. Et en face de ça, tu mets un petit panier moyen. Tu sais, voilà, vous avez eu suffisamment de restaurateurs ici et tu connais suffisamment de trucs pour savoir que c'est de l'équilibre. Si tu mets tous les curseurs à fond d'un côté et que tu mets 18 balles de l'autre, il faut du volume. Exactement. Et donc si on fait des réservations, ça marche plus. Donc, mais maintenant, on a un autre café qui a ouvert en face de chez nous, pile en face, qui a la queue aussi. Et en fait, la dernière fois, j'étais devant et on avait tous les deux la queue et j'ai trouvé ça has-been, j'ai trouvé ça chum en fait. J'étais pas fier, tu vois, j'étais là, il y avait beaucoup de monde chez nous, il y avait du monde en face, tous ces gens qui attendaient. Sarah, elle est culpabilisée de ouf avec la queue depuis toujours de toute façon. Ouais. Et donc, je pense que maintenant, avec la tech, avec les outils qui existent, c'est notre prochaine. Là, on va juste traverser le Covid et essayer de gérer ce problème-là. Mais une fois qu'on sera de retour sur quelque chose de plus en place, notre prochaine grande bataille, c'est la queue et trouver une solution. Parce qu'on a vu justement, là, entre autres, pendant les deux confinements, plusieurs acteurs, il me semble qu'il y a plusieurs outils anglo-saxons, voire américains, qui te permettent justement d'avoir un système qui te garantit, toi, en tant que restaurateur, l'optimisation que tu as sans avoir les réservations, parce que ce temps de latence disparaît. En revanche, ça n'oblige pas les gens à attendre devant l'établissement. Donc, j'espère en tout cas qu'il y aura des outils qui te permettront de mener ce combat-là également. Ok, très clair. On va, si tu veux bien, faire un petit gap là au début de l'année 2020. Ouais. Tout va bien, on est en janvier, super. Février, magnifique. On commence à flairer. Enfin, tout va bien. Ouais. On a quand même eu les grèves. Oui. Voilà, c'était pas ouf. Mais ok, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Bon, disons janvier, tu te dis ok, là on a une période un peu merdique derrière nous. Il s'agit de remettre un coup d'accélérateur. On va revenir sur le bon trend et tout. On commence à entendre parler un petit peu de la Covid. Bam, là on arrive mi-mars, on t'annonce que la France ferme ses portes, tout le monde confine, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être bouffé. Nicolas, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là ?
C'était surréaliste. Et en fait, maintenant, même quand je regarde en arrière, c'est encore plus surréaliste. Nous, on était tellement... c'est une bulle au Libelli. Ça veut dire que moi, j'habite boulevard de Magenta. Je fais 5 minutes à pied. Je dépose mon fils à l'école. Passage du bail. Je vais à Olibelli 19. Ça va les gars, je bois un café. Je vais au 5. Il y a mon bureau, tatata. Et ça, c'est ma journée. 16h45, je récupère mon fils. On rentre à la maison. Grosso merdo, ça ressemble à ça. On est dans une bulle. Les gens que je vois, c'est mon staff, c'est mes clients, c'est mes fournisseurs. Et on sort des fois un petit peu de temps en temps. Donc, pas vraiment intéressé par autre chose que ça. Et donc, du coup, nous, on est dans notre truc, on fait le taf, nanana. J'entends parler forcément un peu de ce Covid, mais rappelons-nous tous qu'au début, tout le monde avait mis les freins là-dessus. On se rappelle de la grippette, on se rappelle de tout ça. Donc, moi, j'écoute, mais je me dis, bon, jamais on ne pouvait anticiper un confinement comme ça. C'était historique. J'ai des clients qui ont eu le nez fin, tu vois, ou le nez creux, je sais pas comment on dit. Ils ont commencé un petit peu à tilter, tu vois. Et je me rappelle d'ailleurs, même, j'avais un client qui a vraiment senti le truc, genre début février. Et c'est vrai que nous, on a une clientèle asiatique, on en a pas mal, tu vois, il y a pas mal de gens qui viennent et je l'ai vu tilter, tu vois, quand il y avait parce qu'on savait que c'était un peu le point d'origine, et j'ai vu que tu vois, il était sur une des premières tables et il était pas bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, tu sais, le Covid, machin, ou je sais pas si ça s'appelait encore le Covid, mais ce truc-là, machin et tout, nanana. Je dis, mais t'es sérieux, quoi? Genre, c'est bon, tu sais, mais on était vraiment à milieu de tout ça. Enfin, c'était la vie normale, quoi. Et j'ai été super surpris que lui soit ultra tendu comme ça. Donc pour nous, tout allait bien, nanana. Et en fait, on n'a rien vu venir. On avait les stocks, je l'ai raconté l'histoire, mais on avait les frigos pleins, les chambres froides pleines. On s'est fait fermer quoi? C'était un samedi ou un dimanche? Un samedi, ouais. Un samedi, on était chargés, tu vois, on était chargés. On avait les couverts de samedi, on avait les couverts de dimanche, parce qu'il n'y a pas de livraison de dimanche. Et en fait, on était chez Fagio samedi soir. Donc tu vois, je fais pas que rentrer chez moi tous les soirs. On était chez Fagio, on mange une pizza avec Louis, tranquille, nanana. Et là, le coup près tombe. Et on était là, mais comment ça, on ferme en fait, genre à minuit, tu sais, genre. Et là, j'ai vu la tête de Sarah, elle s'est transformée. Elle a vu en fait les kilos de bouffe qui étaient prêtes à être servies. Et en fait, voilà, c'était super, super stressant. Il y a eu vraiment 3-4 heures un peu trash où. Voilà, Sarah s'est stressée, même pas sur un point de vue financier, mais en fait, elle a eu peur de jeter toute cette bouffe parce qu'elle est super anti-gâchis. Et donc là, il y avait vraiment énormément. On a à peu près chiffré à 1 tonne, tu vois, ce qu'on avait dans la maison. Vache, ouais. Et parce que nous, avant le Covid, c'était 600 couverts jour sur les 2 établissements. Ouais. Donc, tu vois, 1200 couverts sur le week-end, ça représente beaucoup à manger, quoi. Donc, c'était pas ouf. Quand c'est tombé, c'était un peu stressant. Ouais. Sympa. Ok, là, comment vous vous démerdez cette cam, vous en faites quoi? Elle finit à la poubelle finalement? Bah non. Donc du coup, réunion de crise, Je moi, le savais. c'était bien. La question était orientée. Même moi, j'y ai cru. Non. Du coup, ça, voilà, samedi soir, forcément, coup de stress. Petite réunion de crise avec les managers. On fait venir une petite équipe le dimanche. Et voilà, pour revenir à Instagram, du coup, on a cette communauté qui est assez une vraie communauté assez organique, avec des vrais gens, quoi. C'est pas genre 160 000 robots, c'est, tu vois, des bots, tu vois, c'est des vrais gens. Donc c'est cool. T'as une grosse communauté en Inde, non? Ouais. On en reparlera. Et du coup, c'est cool. Quand je dis à 15h, voilà, je dis à 15h, on va vider les frigos, venez. C'est sur la base de la donation. Si vous voulez filer 5 balles, c'est cool. Sinon, de toute façon, il faut que ça parte. Et donc, grâce à cette communauté et au fait que voilà, on a quand même cette portée, à 15h, il y avait du monde. Et en fait, à 17h, on avait tout évacué. Tu vois, et le staff en a pris une grosse partie. Et voilà, c'est cool. Donc, ça a été soulagé. On n'a rien jeté. On avait gardé un petit peu aussi, parce qu'au début, on parlait de 15 jours de confinement. Exact, ouais. Donc, on avait gardé un petit peu. Et en fait, au final, voilà, 17h, tout était à sa place et voilà, on avait évité le pire en fait. Gros nettoyage et là, on plie bagage. Exactement. Et puis après, voilà, on sait pas trop quoi faire. Et donc, nous, on a eu la chance en juillet dernier d'acheter une maison dans le Perche. Ouais. C'était un projet qu'on voulait faire plus longtemps. Et donc, voilà, on a fait nos affaires. Et puis, il n'y avait pas les écoles à l'époque, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait plus rien qui nous retenait vraiment à Paris. Et puis, c'était annoncé comme un truc assez drastique, genre confinement, quoi. Ouais. Genre, sortez pas, tu vois. Donc, on s'est dit. On savait pas. savait pas. À ce moment-là, on savait pas si genre. J'exagère presque, mais si la moitié de la population allait pas finir par décéder, quoi. Ouais, il y avait un côté comme ça, hyper un peu. Voilà, genre, le président à la télé, genre, c'est fini, on ferme tout, etc. Donc, nous, on s'est dit. Un peu, il y avait un côté comme ça. Donc, on s'est barré dans le Perche, et puis voilà. Ok, donc première période de confinement. Moi, j'ai un peu une question. On commence à sentir la fin du premier confinement. Il y a plusieurs restaurateurs qui réouvrent sous un format différent, avec la vente à emporter, avec le click and collect, la livraison. Tous les acteurs qui faisaient déjà de la street food ou beaucoup de vente à emporter, beaucoup de livraison, eux se remettent en marche. À ce moment-là, toi, j'imagine que tu es encore dans le Perche. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé la question, ou vous êtes posé la question avec Sarah? Bien sûr, tous les jours. On est...
après, surtout, là, ça faisait presque, ouais, donc ça faisait 6 ans et demi qu'on était dans le business. Ça te change. Et en fait, tu deviens une personne qui peut pas s'arrêter. Donc, en fait, l'instinct, il était toujours d'y retourner. Et après, il a fallu qu'on se fight un peu contre cet instinct parce qu'effectivement, on voyait certains se remettre en place. On était beaucoup sollicités par nos clients. Il y avait la pression financière. Tout poussait à ce qu'on y retourne. Il a fallu se poser, être rationnel et se dire, OK, si on y retourne, c'est un bon vieux calcul sur un coin de table. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, il y avait ce côté-là aussi. Il y avait 2 freins majeurs. C'était l'offre. Nous, on a toujours fait à manger sur place. Et je pense qu'on vend effectivement à manger, mais on vend aussi une expérience. Et je le dis souvent. Et les restos qu'on kiffe, toi, moi, la plupart des gens, c'est des restos qui aussi te font sentir d'une certaine manière. Bien sûr. Très difficile de faire sentir les gens d'une certaine manière sur du remporté. C'est pas notre offre, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est pas la cuisine qu'on aime. Et donc, du coup, on a mis un peu les freins, on s'est mis à réfléchir. Et en fait, à ce moment-là, sur un calcul très simple de masse salariale, de chômage partiel, de la complexité de lancer un tel service, etc. À une époque, on n'avait pas de visibilité en Bien plus. sûr, Est-ce qu'on met un truc en place pour 15 jours ou est-ce qu'effectivement, on est confiné jusqu'à juin? Et auquel cas, oui, on y retourne. Donc, on a pris le choix de ne pas le faire. Parce qu'on on trouvait que les aides étaient suffisantes. Il y avait le chômage. En plus, on avait une trésorerie qui était saine. On a mis un peu là ou là sur pas mal de prélèvements. On a décalé tout ce qu'on pouvait. Il y avait le chômage partiel. En fait, on n'était pas réellement en danger sur ce premier confinement. On était inquiet parce que voilà, on a l'habitude de travailler. D'un coup, on te dit tu travailles plus et tu passes de 200 à l'heure à 0. Tu fermes ta gueule. Et tu fermes ta gueule. Donc ça, il y avait une période d'adaptation qui était difficile. Mais après, une fois que la poussière est retombée, on s'est dit est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour nous déjà de mettre du staff en danger, c'est un grand mot, mais tu demandes à ton staff aussi de voyager. Il y en a qui sont légèrement en dehors de Paris, etc. Donc, est-ce qu'on va demander cet effort à notre staff? Est-ce qu'on va investir dans tous les emballages, dans toute cette logistique on ne sait pas, ça se trouve, on peut repartir dans 15 jours, dans un mois, etc. La réflexion de l'époque, c'était restons tranquilles. Et aussi, au bout d'un moment, on s'est dit peut-être que c'est une opportunité pour nous qui travaillons vraiment fort depuis 7 ans ou 6 ans et demi. On a un petit garçon maintenant en plus. On s'est dit, tu sais quoi, on va le prendre comme c'est une parenthèse dans la vie et on a cette maison, on a ce petit garçon, on nous dit vous pouvez pas travailler, ce qui arrivera peut-être plus jamais. À l'époque, on se disait ça n'arrivera plus jamais. Vraiment, hein, tu parlais aux autres restaurateurs et ceux qui avaient fait le choix de rien faire te disent c'est genre une opportunité unique. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu peux ne pas travailler là pendant un petit moment. On l'a prise en fait, on s'est dit ok, on fait comme ça. Et quand on a demandé à notre staff aussi, on a dit vous êtes comment vous financièrement? Avec 84%, ça va ou pas? Ça va. Bon bah ok, vous êtes content? Ça va le confinement? Ça va. Bon bah ok, on reste tranquille alors et puis on attend que ça passe. Ok, très bien. Bah justement, tu vois, j'allais te demander avec le staff comment ça s'est passé, mais a priori, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que tu soulèves ce point-là. Effectivement, il y a pour beaucoup de restaurateurs ce truc de se dire, pour la première fois de ta vie, en tout cas depuis X nombre d'années que tu as ton établissement, tu te retrouves à aussi apprécier peut-être un peu le temps qui passe, à pouvoir faire d'autres trucs. Typiquement, tu parlais de passer du temps avec ton fils, de bosser sur ta maison dans le Perche. Nous, on en a vu 2-3 qui se sont fait pousser les cheveux, qui ont fait des purges, des cures. Les mecs, tu les voyais, c'était là, waouh, mec, c'est la vie, putain, mon gars. Ça fait 15 ans que je bosse, je savais même pas ce que c'était de pas faire quelque chose plus de 3 jours d'affilée, tu vois. Et justement, j'ai presque envie de te dire, cette trésorerie saine, le fait que vous ayez pu aussi être dans les bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas pour le coup de tout le monde. Hein. Il y en a certains qui étaient à l'euro près, ceux qui ont ouvert il n'y a pas longtemps ou qui ont essuyé beaucoup de soucis. Enfin, bien sûr. Ok, donc là, on passe le premier confinement, ça réouvre avec un protocole pour le coup très strict. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, vous avez vraiment pris ça au pied de la lettre et vous avez tenté de communiquer. Comment ça s'est passé un petit peu pour vous? Alors le retour, du coup, nous, on est maintenant, moi, ce que je considère à mon échelle, hein, c'est minuscule comparé à certaines structures, mais pour moi, on est quand même un gros restaurant, on a 32 salariés, on reçoit des centaines de personnes par jour, vient avec ça une certaine responsabilité. Du coup, on s'est dit, voilà, si on y retourne clean. On va pas commencer à essayer de gratter des centimètres entre les tables, etc. De toute façon, on va perdre de l'argent. De toute façon, ça, il faut faire la paix avec ça tout de suite. Ouais. L'époque d'or où Olibelli tournait très fort tout le temps, les tables un petit peu serrées, la queue dehors et on y va, tu vois, de tôt à tard. Nous, on avait réussi à établir un modèle quand même. C'était notre force. On parlait de volume tout à l'heure. On ouvrait à 9h, il y avait du monde à 9h. On fermait la cuisine à 16h, il y avait du monde à 16h. Et de 9h à 16h, 7 heures de service continu, on servait. Attends, si tu me dis 600 couverts sur 2 établissements, en tout, t'as combien de places assises? J'avais au 5, il y avait un peu moins de 100 couverts. Et au 19, qui est beaucoup plus petit, on a une vingtaine de couverts. Oh, une jolie rotation. Même Big Mama peut commencer à pallier un petit peu. Hein. Mais tu vois, les Formule 1, quand les mecs ils arrivent et que c'est on change les machins. Nous, c'est ça. Il y a une table de 2 qui part, c'est genre reset, couvert, tac, tac, tac. Donc, c'est vrai qu'on avait ce système qui marchait bien, on avait un staff bien formé. Donc, il fallait abandonner de façon cette époque-là. C'est révolu. Pour un moment, ça ne marchera plus comme ça. Donc, à partir du moment-là, on a commencé à faire ce qu'on nous a
a demandé, on a écarté les tables, on en a enlevé un paquet. Et puis voilà, Sarah en plus, elle est vraiment très très chaude de ses workflows, de ses organisations, donc les petits sprays, les machins, on était vraiment en place, on faisait un truc qui était carré, on a investi dans des plexis. Enfin vraiment, l'idée aussi c'était si on reconfine ou si ça repart en sucette, on ne pourra pas venir nous chercher. Ouais. Tu vois, il y avait ce côté-là aussi. Moi, je voyais un petit peu ce qui se faisait sur les grandes terrasses, les grandes brasseries, etc. Je suis là, cool, c'est vrai, c'est l'été, c'est cool, on ne s'est pas vu depuis un moment, etc. Mais il y avait des gens qui étaient assis sur les genoux des autres, ça buvait des demi et tout. On avait tous envie de faire ça. Mais pour le coup, j'ai un peu plus anticipé qu'au premier confinement. Je me suis dit, ça pue. En fait, ça sent pas bon. On est trop tous ensemble et c'est trop la teuf. Et je me suis dit, au moins, HB, si on regarde un petit peu, parce que de toute façon, les gens n'oublient pas, hein, si on repart en confinement, on aura notre conscience pour nous. On a fait ce qu'il fallait. Et justement, je vais utiliser un terme peut-être qui va évoquer quelque chose pour toi, Terrasse Hidalgo. A priori, chez vous, ça n'a pas eu lieu? Non, en fait, nous, je vais pas te dire qu'on n'y a pas pensé. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Au 19, le plus petit Olibelli, l'original, qu'on a réouvert sous le nom Olibelli 19 en février cette année avec une carte un petit peu plus sophistiquée, on a récupéré des tables du 5 qu'on pouvait plus avoir et on les a mis en terrasse au 19. Et là, on a demandé une terrasse Hidalgo. Donc, ça nous a permis d'avoir 5 tables. Et en fait, au 19, on était à la même capacité qu'avant le Covid, grâce à cette terrasse. Okay. Donc, ça, c'était cool. Après, c'était bricole. Hein, tu vois, on a trouvé, j'avais documenté toute l'aventure sur les parasols sur Instagram et tout. Enfin, c'était vraiment route, quoi. Ça m'a rappelé les débuts, mais c'était cool. Et au 5, malheureusement, il y a une place handicapée devant le resto et une place normale. Et en fait, tu peux pas toucher aux places handicapées. Donc, de toute façon, la terrasse, c'est un autre métier. Et puis, s'il fait beau, comment tu staffes? S'il fait pas beau, comment tu staffes, etc. Donc, on est resté tranquille. On a fait juste quelques couverts en plus au 19 pour équilibrer. Et puis, c'est tout. Ok. Et là, du coup, donc l'été se passe. Le moral, vous étiez comment même si tu gagnais pas d'argent, vous étiez content d'avoir repris et de reprendre le cours. Okay. Et en plus, il s'est passé un truc très cool qu'on n'avait pas anticipé. Frontières fermées, plus de touristes. Et une des critiques douces qu'il y a souvent sur Olibelli, c'est resto à touristes. Tu vois, parce que c'est vrai qu'on a une grosse clientèle étrangère. Et il y a tout ce bagage un peu négatif autour du tourisme. Tu vois, si tu dis resto à touristes, tu penses tout de suite c'est de la crasse, c'est pas bon, etc. C'est pas un truc de Parisien. Voilà, mais c'est pas bon. En fait, c'est marrant. Un touriste, c'est quelqu'un qui voyage. Toi et moi, on voyageait avant. Tu vois, on était fut un temps, il m'est arrivé de prendre l'avion. Voilà, de parler d'autres langues. Voilà, toi et moi, on est des touristes. Ça ne nous fait pas automatiquement, on ne devient pas des sales cons parce qu'on a pris l'avion, tu vois. Ah donc, je t'assure. Et du coup, j'ai toujours été gêné par ce truc, voilà, Olibelli, restaurant à touristes. Et c'était un peu l'occasion de faire nos preuves aussi. Ok, on nous a, entre guillemets, privés de nos touristes, puisqu'il n'y a plus de frontières, les frontières sont fermées. Et il y a eu un espèce de switch super naturel et en fait, en tout cas, vachement touchant, qu'on a eu une clientèle 100% parisienne. De gens qui nous avaient pas oubliés, de gens qui avaient juste lâché l'affaire parce qu'il y avait trop la queue ou parce qu'ils n'avaient pas le temps ou parce qu'ils n'avaient pas envie. Et on a reconnecté, on a recréé du lien entre guillemets avec toute une clientèle qu'on avait peut-être perdue ou qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'accueillir. Et ça, s'il y a vraiment un aspect positif sur ce Covid et cette année compliquée, c'est le fait qu'on a vraiment reconnecté avec les Parisiens, nos voisins, parce qu'effectivement, sans notre clientèle habituelle de touristes, il y avait de la place. Et en fait, ils ont pris cette place et ils ont commencé à venir une fois par semaine. Ah, en fait, c'est cool. En fait, c'est pas vraiment un truc à touristes. En fait, c'est vraiment sympa. Puis ils sont sympas. Puis on mange bien. Puis c'est pas trop cher. Ils font pas que des avocats toast. Et ils font pas d'avocats toast. Et du coup, en fait, ils sont venus une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, on a plutôt très bien travaillé cet été avec une clientèle parisienne. Et ça, c'était notre revanche de dire voilà, c'est pas un truc à touristes. C'est un truc à tout le monde. Et en termes de tickets sur l'été, de tickets moyens, sans forcément parler de montant, est-ce que tu as senti une évolution? Est-ce que le ticket était un peu plus élevé, je crois. Ouais. Dans mon souvenir, on était légèrement au-dessus. Au lieu d'être à 18-20, on était à 20-22. Il y avait une volonté de se faire plaisir, de kiffer un petit peu. On a bien travaillé cet été. Et c'est ça qui était difficile avec ce deuxième confinement, c'était qu'on reprenait un élan. C'est dur de relancer deux restos, de recréer de l'envie, tu vois, et tout le monde a faim, tout le monde push son truc. Et c'est vrai qu'on bossait plutôt pas mal. Et c'est ce que je regrette le plus avec ce deuxième confinement, c'est qu'on était on était en train de prendre de la vitesse. Ouais. Ça, c'est dommage. Parce que justement, on arrive du coup, c'est la rentrée, ça continue, comme tu le dis, une bonne dynamique. Et là, bam, un petit couvre-feu qui fait plaisir. Bon, a priori, de ce que je comprends, t'es pas l'établissement le plus impacté par le fait que le couvre-feu est à 21h ou 22h, je crois. C'était 21h à l'époque, je crois. Ouais. En revanche, par contre, on commence à reparler d'un confinement à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne dans vos têtes? Je crois qu'une fois de plus, on était un petit peu en déni. Pas possible, pour moi, on peut pas se le permettre. L'État, il retournera pas. Ça a coûté trop cher la première fois. De tout cet été, on nous a expliqué, on nous a raconté combien ça avait coûté à longueur de journée. Ça a coûté tant le chômage partiel, ça a coûté tant les aides.
Pour moi, on n'avait pas les moyens de s'offrir un deuxième confinement. En fait, je m'attachais un peu à ça comme une bouée de survie. Je me disais, ils vont pas le faire parce que c'est trop cher et parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc je me dis non, il n'y aura pas de deuxième confinement. Et voilà. Et je me suis trompé. Et non, voilà, j'avais pas envie de m'arrêter parce qu'on était reparti, parce que tout se passait bien, parce qu'on avait un bon rythme, parce qu'on était clean, parce qu'on était organisé. Et au final, on avait appris, et c'est ce qu'il répète tout le temps, il faut apprendre à vivre avec le virus, tu vois. Et on avait un peu appris à vivre avec le virus. Enfin, vraiment, on était, voilà, le staff faisait gaffe. On a revu plein de systèmes, on a mis la musique moins fort pour que les serveurs aient pas besoin de se rapprocher trop des clients et crier à travers le masque. Enfin, des conneries, on a fait des meetings, on était bon, on était en place, ça fonctionnait. Et en fait, quand le deuxième confinement est tombé, attention, ça peut pas faire aussi mal que la première fois. Ouais. En gros, ça t'est déjà arrivé, et ça t'arrive encore, il y a ce côté, ok, on y retourne, tu vois. Et en fait, on avait un peu senti le truc venir, donc cette fois-ci, il y a presque plus rien dans les frigos. On a nettoyé, rangé en 4 heures. Et puis en fait, c'était genre, on est devenu presque bon à ça, quoi. Tu vois. Tu seras bien meilleur à chaque fois que tu fermeras l'établissement. Ah bah là, le troisième, je suis chaud, ça va me prendre 10 minutes. Hein. Je te l'espère pas, putain. Putain, c'est clair. Et justement, du coup, venons-en. Donc là, on est au moment où on tourne cette émission, on est pendant le deuxième confinement. On est d'ailleurs 2024, on est toujours en confinement. Exceptionnel. On est d'ailleurs le lendemain des annonces du président. On espère que, déjà, je ne sais pas exactement quel jour tu vas passer, mais potentiellement, ce sera peut-être même après le 15 décembre. Ouh. Donc ça se trouve, au moment où vous verrez cette émission, on pourra marcher, on sera libre. Joyeux Noël. On pourra aller à Marseille si on a envie d'aller à Marseille. La folie, Marseille. Ok, donc là, du coup, moi, j'ai envie qu'on mette le doigt sur un truc. C'est la décision que vous avez prise de vous lancer, du coup, dans la vente à emporter, le click and collect, pas forcément, et la livraison. Et j'ai vraiment envie que tu nous expliques assez simplement comment, déjà pourquoi et comment. Parce que vous avez le mérite de faire les choses et de les faire à fond chez Olibelly, et nous, on adore ça. Ah bah c'est cool, c'est gentil. Plus tu avances, plus tu vieillis dans ce business, plus tu montes la barre pour toi-même. Et vu que chaque année qui avance, on n'a jamais trop merdé, c'est toujours un peu plus difficile pour nous de proposer quelque chose de nouveau parce qu'on est de plus en plus attendu au tournant. Et t'as regardé The Last Dance avec Michael Jordan ou pas sur Netflix ? Oui. Tu sais comment il se fait des espèces de trucs dans sa tête, genre lui m'a pas serré la main, je vais défoncer son équipe ce soir, tu vois. Ben moi, je me crée des petits challenges dans ma tête comme ça et j'imagine que tout le monde est contre moi, tu vois, genre et tout le monde veut qu'Olibelly fail, c'est trop bien, ça se passe trop bien depuis trop d'années, ils font les choses trop correctement, il y a un problème, on voit pas, ça va casser. Tu vois, quand on a ouvert le 19, on poussait vraiment l'enveloppe sur l'offre du matin et tout. Et je me suis motivé en me disant, ils veulent tous qu'on fail et on va pas fail, tu vois, un peu à la Michael Jordan. Et donc sur le emporter, c'était un peu le même truc. Et je me suis dit, si on va dire, en plus on avait vraiment été vocal sur le fait qu'on voulait pas le faire au premier confinement. Donc si sur le deuxième on dit, ok on y va, il fallait que ce soit nickel à chaque étape sur le point de vue éthique. Déjà sur l'offre en bouffe, déjà il fallait qu'elle soit carrée. Après le côté de livraison, il fallait qu'il soit éthique et cohérent avec ce qu'on fait à tous les autres niveaux. Tu peux pas dire oui, nous, les salariés, machin, etc. Et puis après, derrière, aller signer un contrat chez Uber Eats ou Deliveroo, ça marche pas, tu vois, c'est pas possible. Et pourtant, ils étaient au téléphone tous les jours. Salariales, tout ça. Tu vois, tu peux pas faire le beau sur Instagram toute l'année en disant voilà, on fait gaffe, on paye les gens bien, on fait, tu vois, j'en sais rien. Enfin, vraiment, on se la raconte un petit peu sur ces trucs-là, tu vois. Et après, on va pas dire genre retrouvez-nous sur Deliveroo et Uber Eats, genre il faut un peu de cohérence. Et après, tout le monde est là, mais pourquoi vous faites pas des pancakes sans kit et tout ? Les gens sont plein de bonnes idées comme ça, tu vois. Et c'est gentil, en plus ça vient vraiment, ça vient du cœur. Ils veulent nous aider, ils veulent qu'on propose quelque chose. Sauf que moi derrière, j'ai une partenaire qui s'appelle Sarah Mouchot et qui c'est mort. Il y a pas de gâchis, il y a pas de boîte. Et elle me dit ok, on va faire un savory stack. Donc t'as un emballage pour les 3 tranches de bacon, puis après le beurre de bourbon est dans un petit truc en plastique, puis après le sirop d'érable est dans un petit truc en plastique, puis la pâte. Elle m'a dit on va se retrouver avec 6, 7, 8 emballages pour un plat, on va en faire 100 par jour, ben voilà, ça va où ? Et je dis ok, c'est une bonne réflexion. Et donc voilà, et en fait, tout ce challenge là, depuis le début qu'on s'est dit ok, de toute façon, on est reconfiné, on est plus ou moins dans la merde financièrement comparé au premier confinement, il reste beaucoup moins d'argent parce qu'il reste toutes les charges fixes, enfin je vais pas te la faire, hein, les charges patronales, les congés payés qui restent à notre charge, blablabla. Tout ce qui a été repoussé mais qui existe, qui petit à petit prend de plus en plus de place. C'est ça, moi j'ai encore une dette d'URSSAF de 70 000 € du premier confinement, elle n'a pas disparu, hein. Quand je me connecte sur ursaf.fr, elle est là. Elle est toujours là. Tu vois, et on parle de PGE et je trouve que
Macron, peu importe. Mais je trouve que dans son discours, il n'est pas clair parce qu'il dit il y a des aides et il parle du PGE. Le PGE, c'est pas une aide, c'est une dette. C'est un prêt. Ouais. C'est une dette. Donc, tu vois, nous, on a pris 400 000 euros de PGE, je peux te le dire. Et quand j'ai appelé ma banquière la première fois en mars, j'étais tellement tranquille. Je l'ai pris parce que sur des channels WhatsApp de restaurateurs, tout le monde était là, c'est des bêtes de conditions. Prends-le. Mais les gars, ça va, on n'a pas besoin. Ça rien me dit, on va pas prendre de la dette qu'on n'a pas besoin et tout. Et j'ai dit, ok, on y va. On a pris 400K, on n'a même pas fait les gourmands, tu vois. Et la banquière, c'est la banquière qui m'a dit, elle me dit, monsieur Alary, prenez plus. Au cas où ça dure jusqu'à Noël, elle m'a dit. On était en mars. J'ai ri. J'ai dit, mais madame, jamais de la vie, ça va durer jusqu'à Noël et tout. Genre, voilà, bref. Et donc, on est resté sur nos 400K. Donc, sur le deuxième confinement, la donne est différente. Et on s'est dit, OK, bah voilà, maintenant, il faut y aller. Il faut qu'on propose quelque chose. Et puis, de toute façon, on a envie. Cette année, on n'aura pas travaillé 5 mois de l'année. Enfin, tu vois, on a envie de taffer. Ouais. Donc, du coup, voilà. Et après, il a fallu, en gros, ticker notre cahier des charges perso. Donc, faire une offre qui soit cohérente et bonne de l'autre côté en livraison. À un moment, je me suis dit même, en fait, c'est nous, on est teubés. Tout le monde fait des pains. Tout le monde, il y a une offre de pancakes à emporter. Ça se trouve, c'est possible. Pour nous, ça passait pas. On a été essayé. C'était pas bon. Et du coup, voilà. Et en fait, il a fallu qu'on coche toutes nos cases perso, tu vois, avec nous-mêmes. Et voilà, maintenant, on va faire livraison avec Resto.Paris. C'est clean. On va faire une offre pancakes, comme ça tout le monde est content, mais ce sera un pot de 10 pancakes prémixés, tu pourras le faire à la maison, ce sera chaud, ce sera bon. Voilà, bref. Et en fait, on est passé à travers, c'est un filtre en fait, c'est où tu vois une passoire. En fait, on est passé à travers de ça, on a viré tout ce qu'on pouvait pas garder, on a gardé un truc pur, clean, éthique, cohérent avec tout ce qu'on fait depuis 7 ans. Bah, c'est assez simple parce que quand l'émission va sortir, ça sera déjà lancé parce que ça commence le. Il faut voir si j'ai menti. Le 1er décembre. Retrouvez-nous sur Deliveroo. Non, ouais, c'est vrai. On lance le 1er décembre. Donc et puis on va apprendre. En fait, on a vraiment la sensation d'ouvrir un nouveau business. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais, ça me rappelle ça en fait. Et juste, moi j'ai une question parce que à faire tout ce travail-là, d'imaginer une vente à emporter qui correspond au cahier des charges que vous avez établi, est-ce que ta logique c'est juste de te dire on le fait ça maintenant? Et puis, advienne que pourra, ça va disparaître à partir du moment où on réouvre normalement. Ou est-ce que c'est une activité que tu penses que tu imagines pérenniser en sachant que bien sûr que ça représentera jamais 50% de ton chiffre d'affaires, mais peut-être que ces 5, 7, 8% de chiffre d'affaires, ce reliquat, peut-être que c'est ce qui va te permettre in fine d'aller rattraper petit à petit, j'entends, attention, hein, une partie du retard que tu as accumulé cette année. C'est une bonne question. Moi, j'essaie vraiment de voir le Covid comme quelque chose qui nous a forcé à repenser. On est déjà de toute façon toujours sur une logique de repenser les workflows tout le temps. Pour nous, on n'a jamais gagné, c'est jamais fini. On peut toujours faire mieux. Donc, on fait beaucoup de meetings, on repense tout, on a fait tout le temps. Mais le Covid, c'était le niveau d'après et ça nous a forcé à penser différemment. Peut-être que sortira du Covid une offre à emporter, peut-être garder plus le côté... on faisait déjà emporter au 19 déjà, tu pouvais venir chercher à manger. Mais peut-être que cette jarre de pancakes en verre là, dont je te parle avec 10 pancakes, il faut voir au final, pourquoi pas continuer à proposer ça à l'année. Si tu n'as pas envie de faire la queue ou si tu as envie de rester à la maison tranquille samedi matin, tu peux venir chercher un pot de pancakes bien frais, bien nickel et tu te les fais à la maison avec une petite vidéo qui t'explique comment faire la chose. Pourquoi pas? Tu vois, en fait, pour moi, ce sera plus continuer à enrichir l'expérience client plutôt que vraiment s'enrichir nous parce que je pense que, comme tu dis, ça restera marginal. Mais ce serait cool. Ce serait déjà une option de dire écoutez, on a la queue, effectivement, on est désolé, c'est relou. Mais maintenant, on propose des pancakes à la maison. Donc, si vous voulez, prenez ça, puis vous les faites tranquille à la maison. Et voilà. Donc, ce serait plus pour améliorer toujours et proposer quelque chose d'encore plus qualitatif et d'encore plus empathique, tu vois, entre guillemets, plutôt que d'essayer de faire des ronds, enfin, tu vois. Mais c'est vrai, ça va peut-être nous inciter à faire ça. Ouais. Puis c'est un moyen peut-être aussi justement d'aller toucher de nouveaux clients et puis qui sait, c'est peut-être une porte vers autre chose. On en va savoir, ouais. Avant qu'on arrive vers la fin de cette interview, moi j'avais juste un sujet que je voulais aborder avec toi qui est effectivement le sujet de la communication. Tu fais partie de ces restaurateurs, si tu n'es pas l'emblème de cela, qui prend beaucoup la parole via le compte Instagram d'Olibelly où tu parles effectivement de sujets qui sont très techniques, de sujets qui font polémique typiquement depuis le début de l'année, même avant quand ces histoires de queue et tout ça. Tu réagis beaucoup, tu as ce qu'on appelle une communauté. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours voulu ou ça s'est fait complètement naturellement ? Ça s'est fait naturellement. Vraiment, j'insiste toujours sur le fait que c'est pas une démarche parce que je sais que voilà, maintenant ça existe aussi pour les restaurants en 2020. Maintenant, tu peux avoir un cabinet PR qui te fait un peu, tu vois, tous ces posts, etc. Nous, on a commencé en 2013. Il y avait rien. Instagram, c'était en tout cas à Paris, dans le milieu de la restauration, c'était peu utilisé. Et nous, c'est vraiment parti juste d'une volonté de documenter un peu notre process de création de resto. Parce que quand on est rentré, on avait zéro expérience sur comment tu crées une structure. Tu vois, est-ce que c'est une SAS, est-ce que c'est une SARL, combien tu mets de capital social, etc. Donc du coup,
de toute façon, on allait se poser toutes ces questions. Et de toute façon, on était un peu l'exemple parfait du couple qui voulait ouvrir un resto. Voilà, il n'y avait pas de ressources. Et du coup, j'ai dit à Sarah, vas-y, viens, si tu veux, on documente, étape par étape, l'ouverture d'un resto, de l'idée au premier client. Et en fait, on a fait un blog à l'époque qui était aussi pour rester en lien. Et ça explique pourquoi on communique beaucoup en anglais. Parce qu'on est parti d'Australie et de Vancouver en disant un jour on rentrera chez nous, on ouvrira un café. À plein de gens on a dit ça, des potes, machin, etc. Et donc c'était à moitié un journal de bord et à moitié une ressource, mais on voulait aussi rester en contact avec tous les potes qu'on avait laissés derrière. Donc c'est pour ça qu'on parlait anglais. C'est pas pour se la raconter, c'est pas pour faire genre. C'est juste parce que si on leur disait en français qu'aujourd'hui on avait un rendez-vous à la banque, ça allait pas leur dire plus. Donc on a communiqué en anglais et c'était aussi, on voulait juste de façon très transparente dans notre petit 16 mètres carrés du 20e à l'époque, montrer qu'aujourd'hui on a bossé sur le business plan et demain on va voir la SG et mercredi on va voir la BNP. On espère que ça va le faire. Et boum, 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 on a documenté, voilà, et ça a créé son petit following, 100, 200, 300 followers. Et puis on a continué, on a juste déroulé ça. Tiens, aujourd'hui on ouvre, tiens, aujourd'hui on a 6 mois, aujourd'hui on a 1 an. Voilà, tu vois, le plat d'aujourd'hui c'est ça. Et maintenant ça va te paraître con parce qu'en 2020 c'est quelque chose qui est fait énormément. Mais nous, ça fait longtemps qu'on le fait. Et puis après est venue un peu une aisance aussi avec le fait, voilà, ça fait 5 ans qu'on est là, ça fait 6 ans qu'on est là, ça fait 7 ans qu'on est là. Je me suis senti légitime de prendre un peu la parole sur d'autres sujets et pas de fédérer, mais tu vois, genre les tickets resto, ça casse les couilles à tout le monde. Tu vois, historiquement, c'est compliqué à gérer. Voilà, on en parle, on fait un live. Petite dédicace à Romain Vidal qui gère ça au GNI, très sympa. Non mais en plus du coup tu sais quoi, j'ai eu les gars de Ticket Resto qui sont venus me voir, en fait pas si méchant que ça, j'ai fait un live avec les gars de chez Swile et tout, en fait c'est cool, tu vois, on est vraiment dans une époque où maintenant en 2 trucs sur ton téléphone, tu peux te faire un live avec n'importe qui, tout le monde peut regarder, ça marche bien, enfin tu vois, genre c'est con, il faut utiliser ces plateformes qui sont là, quoi, des outils qui sont dispo, mais après c'est jamais forcé, si j'ai pas envie de le faire je le fais pas, et c'est plus ça me fait kiffer en fait, tu vois, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Nicolas, franchement c'était super intéressant tout ce que tu nous as dit là. Il me reste 2 dernières questions. La première c'est celle qu'on pose à tous les invités de l'émission Tomorrow Food. Si 2020 était un plat, ça serait quoi? Si 2020 était un plat, ce serait quoi? Ouais, ce serait, tu sais, un sandwich d'autoroute. Les bons donuts. Ah, tu les vois ou pas? Les triangles. Ouais, je les adore. C'est pas terrible. Ça fait le taf, c'est difficile, tu le manges et puis t'oublies quoi. C'est un peu comme ça que je vais gérer 2020, je crois. Ok, bah écoute, très bien. Et ma deuxième question, c'est si là, demain, je te dis, ok, on rêve d'inviter un mec ultra inspirant, un mec vraiment costaud, toi là, tu penses à qui? Pas de limite, pas de frontière. Pas de limite, pas de frontière. Bah peut-être un gars que moi j'écoute personnellement beaucoup en podcast et j'essaie de suivre un peu ce qu'il fait, etc. C'est David Cheng. Si tu nous regardes, ce serait exceptionnel, vraiment fou. Et tu en français, en plus super accent anglais, ce serait vraiment du top du tonnerre. Ok, David Cheng. Bah, c'est un mec qui réfléchit. Ouais. Et après voilà, personnellement, je sais pas, je crois qu'il y a quelques casseroles sur le côté un peu haché, mais en termes de vision de la restauration, un mec qui se pose des questions, un mec qui grossit beaucoup. Voilà, moi je retrouve des parallèles aussi dans tous les sens du terme. Ouais. Et là, tu l'as perdu, là. Il allait venir. Il était en train de partir. Il a dit non, c'est mort. Il commence déjà à me tailler. Je suis même pas dans l'avion. Non, voilà, il a un fils et tout. Et voilà, moi, je fais des parallèles avec lui. On n'a pas du tout le même âge. Mais bon, voilà, il a commencé avec pas grand chose. Et puis, il a fait grossir le truc tranquillement. Et voilà. Donc, ouais, si vous pouvez le faire venir dans un monde parfait, voilà, ça serait cool. Ok, David, let's go. Merci beaucoup Nicolas, en tout cas c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur le plateau de Tomorrow Food. Je te souhaite bien du courage et on va être les premiers à venir tester cette offre vente à emporter chez Olibelli à partir du 1er décembre. Bonne journée et à très vite. Merci. Allez, ciao.